Quand on a tout perdu, qu'est-ce qui reste? C'est vraiment la question qui plane sur chaque page du roman de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique. On va explorer ensemble cette histoire poignante, une histoire de lutte et de survie dans l'Indochine coloniale. Le roman s'ouvre sur une image vraiment saisissante. Ce sont les mots de la mère qui regarde son cheval mourir d'épuisement. Et voilà, dès les premières lignes, Duras nous plonge dedans. Le ton est donné, celui d'une existence qui est à bout de souffle, complètement usée par la fatigue et la résignation. Alors on est où ? On est en Indochine française dans les années 30. Et c'est là le décor d'une tragédie familiale, celle d'une mère et de ses 2 enfants qui sont piégés par une arnaque, une escroquerie administrative qui va, en fait, dicter toute leur histoire. Bon, pour bien comprendre pourquoi ils en sont là, il faut revenir un peu en arrière. D'où vient tout ce malheur ? On va voir ça tout de suite et découvrir l'histoire de cette famille, la mère, Joseph, son fils de 20 ans, et Suzanne, sa fille de 16 ans, et comment ils se sont retrouvés dans cette impasse. Au départ, c'est le grand rêve colonial qui va très vite tourner au cauchemar. Le mari meurt et la mère se retrouve seule. Elle met alors tout ce qu'elle a, toutes ses économies, dans une concession de terre. Le problème ? Des fonctionnaires corrompus lui ont refilé une parcelle complètement incultivable. Pendant 6 ans, 6 longues années, elle va s'acharner à construire des barrages contre l'océan. Et chaque année, c'est la même chose. L'océan gagne et détruit tout. Une lutte héroïque, oui, mais complètement vaine. Et alors que tout, mais vraiment tout, semble fichu, voilà qu'une lueur d'espoir apparaît. Enfin, espoir, c'est un bien grand mot. C'est quelque chose de très fragile, de très ambigu, qui prend la forme d'un jeune homme incroyablement riche. Ce jeune homme, c'est Monsieur Joe. Et là, le contraste, il est juste brutal. D'un côté, on a la famille qui crève la faim. De l'autre, ce Monsieur Joe et son luxe complètement dingue. Il débarque avec sa bague en diamant, sa voiture de sport. C'est un autre monde. Et bien sûr, il tombe tout de suite sous le charme de Suzanne. Très vite, la relation devient une sorte de marché sordide. Suzanne devient une monnaie d'échange. La famille, qui a désespérément besoin d'argent, la pousse à accepter. Et chaque proposition est plus humiliante que la précédente, ce qui montre bien à quel point ils sont au bout du rouleau. La mère, elle ne perd pas le nord. Elle voit Monsieur Joe et elle voit une porte de sortie. Son plan est simple, mais terrible. Utiliser la beauté de sa propre fille, Suzanne, pour décrocher en mariage. Monsieur Joe, ce n'est pas un amoureux potentiel, non. C'est un ticket de loto. C'est leur seule chance de s'en sortir. Sauf que, évidemment, rien ne se passe comme prévu. La mère met la pression, mais Monsieur Joe se défile. « Ah, mon père ne veut pas !» Bref, à la place, il propose un marché absolument immonde. Un diamant en échange de la compagnie de Suzanne. Là, Joseph, le frère, voit rouge. Il le met dehors violemment. Et dans la panique, Monsieur Joe oublie son diamant. Et ce diamant, c'est leur dernière, leur unique chance. Cette fois, c'est bon. Ils ont quelque chose de tangible entre les mains. Un vrai trésor qui pourrait tout changer. Mais on commence à comprendre comment ça marche dans leur histoire. Chaque espoir, c'est juste un piège qui n'a pas encore été révélé. 20 000 francs. C'est ce qu'ils imaginent en tirer. C'est énorme. C'est le prix d'une nouvelle vie. La chance de pouvoir enfin partir de cette terre maudite et de tout recommencer. Alors ils vont en ville. Ils pensent que ça va être une libération. Mais en fait, c'est juste une nouvelle forme de prison. Loin de leur plaine, leur pauvreté, leur misère, elle est encore plus visible. Elle leur saute au visage. Duras décrit ça brillamment. La ville coloniale est coupée en 2. D'un côté, le haut quartier, le luxe des Blancs qui ont réussi. De l'autre, le bas quartier, la misère des indigènes. Et entre les deux, il y a un vide, un entre-deux pour les coloniaux indignes, les Blancs qui ont raté leur coup. Et c'est exactement là qu'ils sont, eux, nulle part, piégés entre ces 2 mondes. Et en ville, c'est la dégringolade. Tout s'accélère. La mère essaye par tous les moyens de vendre ce fichu diamant. Et là, la douche froide. La réalité revient en pleine face. Un seul mot qui va tout détruire. Le diamant, leur espoir, il est défectueux. Il y a ce qu'on appelle un crapaud dedans. Une petite imperfection, mais qui change tout. Sa valeur est divisée par 2. Le choc est immense. Encore une fois de plus, tous leurs espoirs sont réduits à néant. C'est comme une fatalité, un mauvais sort qui leur colle à la peau. Joseph, lui, se perd. Il tombe amoureux d'une certaine Lina et disparaît. Et Suzanne se retrouve seule, coincée au milieu de ce chaos. Le peu d'unité qui leur restait vient de voler en éclats. La disparition de Joseph est un énorme problème. C'était lui, la force de la famille, le protecteur. Sans lui et sans la voiture, la mère et Suzanne sont complètement démunies. Elles sont prisonnières de la ville et de leur désespoir. De son côté, Suzanne erre dans la ville. Elle cherche une porte de sortie.
n'importe laquelle. Elle passe son temps dans les cinémas, essaie de rencontrer d'autres hommes, mais sans succès. Elle est seule et elle n'arrive pas à se défaire de l'emprise de sa famille, même en ruine. On tente encore un mariage pour Suzanne et encore un échec. Et la mère, eh bien pour elle, le combat est terminé. L'échec du diamant, c'était la défaite de trop. Elle est épuisée, vaincue. Elle abandonne la lutte et se laisse couler dans un sommeil permanent, aidée par les médicaments. Sa volonté de faire s'est brisée. À partir de là, tout s'enchaîne très vite. Joseph revient, mais il n'est plus le même. Il a trouvé l'amour, il a une nouvelle vie. Retour à la case départ. Sur leur terre qui ne vaut rien, la ville ne leur a rien apporté, au contraire, elle a tout cassé. Et là, c'est le début de la fin. La famille va littéralement exploser. Un soir, Joseph se lève et il part. C'est fini. Il part avec Lina, il ne se retourne même pas. Pour la mère, c'est le coup de poignard final. L'abandon de trop. Elle a perdu son fils. Après ça, la mère, c'était elle, la force, le moteur de tout. Elle s'effondre complètement. C'est fini. Elle ne se bat plus. Elle se laisse aller, tombe malade et elle s'éteint, tout doucement. Pendant que sa mère se meurt, Suzanne, elle, cherche une dernière porte de sortie, n'importe laquelle. Elle se rapproche d'un garçon du coin, Agosti. C'est un geste de pur désespoir, de révolte, une petite évasion juste pour un instant, qui ne mène à rien. Et puis, ce qui devait arriver arrive. La mère meurt. Sa longue, sa terrible bataille contre tout, contre l'océan, contre l'administration, contre la pauvreté, est terminée. Elle est morte d'épuisement. Joseph revient pour l'enterrement. Et avant de repartir, ces derniers mois sont un appel à la violence, à la vengeance. Il dit aux paysans de tuer les agents du cadastre s'ils reviennent. C'est un cri de rage, un dernier défi, même s'il sait que ça ne sert à rien. Le jeune Agosti, lui, propose à Suzanne de rester, de vivre une vie simple avec lui sur la plaine. Mais elle refuse. Pour elle, c'est fini. Il faut fuir, fuir cette terre, fuir ce passé. Elle choisit de partir en ville avec son frère, vers un futur complètement inconnu. Et le roman se termine un peu comme ça, sur cette grande question. Quand on a lutté pour rien, quand tout a échoué, qu'est-ce qu'il reste à la fin ? Peut-être juste le souvenir d'une bataille, la rage aussi. Et puis, malgré tout, cette petite étincelle qui nous pousse à continuer, quoi qu'il arrive.